quand la musique s'arrête. On n'a pas le droit, tu vois. C'est pas mal. On avait décidé de chanter, mais finalement, on va plutôt vous raconter ce qu'on va faire sur la gastronomie. On est ravis d'être partenaires. Je suis surtout aussi ravie d'être avec la rédaction et avec les équipes d'Mpub, parce que ça raconte aussi la manière dont on travaille sur ces sujets-là. Jamais nos rédactions n'ont autant produit, édité de papier, de récits, d'enquêtes sur la gastronomie. Au sein du groupe, c'est 600 pages par an, avec une grande singularité, puisqu'on va de l'Obs à Télérama en passant par Courrier International, M et Le Monde, dont on va parler juste après. Donc on a une très grande capacité sur des formats différents de traiter la gastronomie. Le deuxième point, c'est que c'est un énorme sujet d'appétence et d'appétit pour nos lecteurs. C'est un centre d'intérêt qui est à la hauteur du cinéma maintenant pour nos lecteurs. Un lecteur sur deux se dit intéressé par la gastronomie et 38% sont carrément passionnés par la gastronomie. Alors ces deux éléments-là, l'appétit de nos lecteurs, un contenu hyper riche, fait que chez M-Publicité, on a travaillé pendant 6 mois sous forme laboratoire avec une équipe d'experts et d'expertises différentes pour créer une nouvelle proposition sur le marché qui s'appelle Vivant. Alors en dehors de l'hommage à François Valéry, qui est une blague pour les plus de 40 ans, c'est l'histoire d'un accompagnement pour les marques gastronomie, boissons. On va les accompagner dans leur stratégie, dans leur projet de communication, pour faire de la diffusion, pour faire de l'événementiel, pour faire de la stratégie de marque, pour faire de l'intégration. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire il y a 15 jours lors du Festival du Monde avec des partenariats avec les vins corses, où on a réuni des grands chefs, on a déployé un restaurant éphémère, on a fait des dégustations avec Ophélie entre autres, des conférences sur le goût, sur l'improvisation. Donc voilà une intégration complète au sein de nos marques. Dans 15 jours, on a 150 abonnés qui vont avoir la chance d'être guidés par des journalistes du Monde au travers d'une dégustation pour les 80 ans de l'appellation Condrieu-Côte-Rôtie. C'est aussi une autre manière d'intégrer, de raconter, de faire déguster. Voilà, c'est ça Vivant pour nous, c'est du partage, évidemment avec les lecteurs, avec les marques, et ce partage et cette confiance n'existent que parce qu'on a un contenu d'une excellente qualité et une indépendance journalistique. Et là, vous avez des éminents représentants de la rédaction qui vont vous en parler. Alors, dans les colonnes du Monde, on a toujours parlé de bonne chère, de bon vin, de chefs étoilés, mais c'est souvent et longtemps avec un regard qui était celui des critiques culinaires. Depuis 10 ans, avec la naissance de M, avec la régularité des pages gastronomie dans le quotidien, avec la naissance du supplément L'Époque, le week-end et la multiplication des suppléments vins et spiritueux, les plaisirs des papilles ont pris une importance grandissante sur tous nos supports, côté papier et côté web. Pourquoi ? Parce que bien manger et bien boire est devenu un enjeu de société. Aussi parce que, au fil des années, l'émergence de la bistronomie, de la street food, le boom des émissions de food réalité comme Top Chef, l'émergence des réseaux sociaux, mais aussi la prise de conscience environnementale ont changé le rapport à nos assiettes. Et enfin parce que nous croyons au monde que la gastronomie au sens large du terme peut et doit être traitée avec le sérieux journalistique, la pédagogie et la rigueur qui sont dans notre ADN. C'est pourquoi en septembre, nous avons lancé sur le site la chaîne qui s'appelle Le Monde passe à table. Sous ce tag, donc Le Monde passe à table, vous retrouvez sur le site et sur l'application l'intégralité de nos contenus gastronomie, tous supports confondus. Des reportages dans les vignes et aux fourneaux, des portraits de chefs et de vignerons, des sélections de bonnes adresses, de bonnes bouteilles, mais aussi des recettes qui racontent une histoire. Et chaque jeudi à 18h, nous vous proposons un best-of de ces contenus dans la newsletter qui s'appelle Le Monde passe à table et qui compte déjà plusieurs milliers d'abonnés. Abonnez-vous. Alors, si tous ces contenus existaient déjà sur le site et sur le papier, nous avons eu envie de leur donner une coquille commune pour leur donner plus de visibilité, certes, mais aussi pour pouvoir créer une communauté de lecteurs autour de la marque Le Monde passe à table. Ce n'est pas un hasard si ce choix éditorial arrive aujourd'hui, après 1 an et demi de pandémie, parce que la crise que nous avons traversée nous l'a montré. Quand tout le reste ne tient plus qu'à un fil, les plaisirs des papilles deviennent essentiels. Pendant le confinement, on a vu que nos lecteurs ont été vraiment très très fidèles à ces contenus et ça a même recruté des abonnés. Parce que ces plaisirs, ils ont quelque chose de rassurant, de réconfortant. Ils racontent aussi un art de vivre à la française, un mélange des cultures et un partage qui nous a tant manqué pendant des mois. Il était donc temps que le monde passe à table.
Merci beaucoup pour cette introduction. Merci Laurence. On a regretté de ne pas être au festival le week-end dernier quand même. Ça avait l'air assez top. Et donc là, normalement, il y a au moins 200 personnes qui doivent s'abonner, plus ceux qui sont à distance, qui sont à peu près au moins autant. Vous surveillez, puis vous nous faites le débrief. Du coup, je crois que vous avez à vos côtés deux, justement, journalistes qui doivent avoir la pression, parce qu'entre le sérieux, la rigueur et la pédagogie, on va en parler tout de suite, si vous voulez bien me rejoindre tous les deux. Ophélie Neyman, bonjour. Et Léo Pageon. Bonjour. Vous êtes journaliste, l'un vin et l'autre gastronomie. Et on ne vous a pas du tout mis la pression pour commencer. On est très à l'aise. Oui, voilà, c'est bien. Non, moi, j'ai une question. Peut-être pour une fois, je vais commencer par l'homme, parce qu'en général, on commence toujours par les filles. Je le prends bien. Je le prends. On commence, voilà. Pourtant, on commence par boire un verre, normalement, peut-être pour l'apéritif en France, avant de passer à table. Mais c'est pas grave. Léo, vous êtes journaliste gastronomie. Oui. Il y a beaucoup à dire. Nous, ce matin, pour faire des choix, c'était très compliqué. On avait vraiment envie de parler de tout, d'inviter. Bon, voilà, on avait 3 heures, c'était déjà beaucoup. Comment est-ce que vous faites les vôtres? Qu'est-ce qui guide les choix Je crois qu'il y a un mot qui a été beaucoup répété, mais en fait, qu'on peut répéter une nouvelle fois, c'est le mot plaisir. Ouais. Et moi, quand j'écris un article, j'ai envie que le lecteur salive, soyons très clairs. Donc ça peut être parler d'un étoilé, mais ça va être effectivement parler aussi de street food. Et je lisais un chiffre tout à l'heure, il y a 41% de Français qui estiment que les étoilés sont des rêves inabordables et qu'ils ne pourront jamais se le permettre. Donc moi j'ai envie de parler à tous nos lecteurs, j'ai envie de parler de sujets qui les concernent. Et ça va passer par le kebab, ça va passer par, je sais pas moi, le dernier resto d'Alain Ducasse. Voilà, ça va être très très large. Donc on se ferme pas de porte. On essaye justement de parler de tout ce qui concerne les gens qui ont envie de bien manger. Donc large et en même temps anglais par des angles qui sont donc très personnels, poussés par presque des convictions. On a parlé tout à l'heure aussi de local, de traçabilité. On parle de kebab et on parlait du côté patriote. C'est peut-être aujourd'hui, on va pas, évidemment, on va parler de saisonnalité, comme ça a déjà été dit. On va essayer de parler de circuit court. On va essayer de mettre en avant quand même des femmes chefs. Il y a d'autres combats qui sont un petit peu moins avancés. Je pense à la regrettable anecdote là, qui concerne Marcel Ravin, par exemple, récemment, qui s'est fait blackbouler du dîner des chefs. Mais je pense qu'il y a aussi une question de diversité qui peut encore être défendue aussi dans nos pages. Donc, par exemple, ça va être défendre les cuisines d'outre-mer, ça va être défendre des cuisines africaines, parce que l'Afrique n'est pas un grand pays et on a encore du mal à se le dire quand on va dans un restaurant africain, parce que derrière les différentes cuisines africaines, il va y avoir une cuisine béninoise qui peut être défendue par Georgiana View à Nîmes, comme des cuisines ivoiriennes. La cuisine française, au vrai sens du terme, au sens aussi de toutes les influences. Le Bénin est assez loin de la France, mais effectivement, sur les Outre-mer, oui, ça fait aussi partie de la cuisine française, et c'est des cuisines qui sont encore aujourd'hui déconsidérées. Et qu'est-ce que racontent juste les articles les plus lus de ce que les Français aiment lire? Nous, je crois qu'on a eu des très bons scores sur des sujets sur le kebab. Le kebab a-t-il perdu son âme? C'est une très grande question à se poser. On a eu des bons scores sur le couscous, arme de réconciliation massive. On a eu un bon score récemment sur un entretien avec Alain Ducasse. Je pense qu'en fait, les gens sont curieux et que, comme disait Johanna, il faut aussi leur raconter des histoires. Il faut passer par d'autres formats et des vraies questions pour les intéresser un tout petit peu et les amener à la lecture. Après, on peut les emmener à manger à peu près n'importe quoi. Carrément. Non, en respectant certains principes, évidemment. On peut peut-être commencer par la même question. Qu'est-ce que, pour le coup, côté vin, Ophélie, qu'est-ce que les articles les plus lus parmi ceux que tu as écrits racontent? Alors, on a des papiers très divers en fait qui plaisent. Dans le quotidien, le dossier foire au vin, c'est un classique. C'est ce qu'on appelle un marronnier dans la presse, mais il marche toujours aussi bien. On a beaucoup de conversions d'abonnements, donc les gens cherchent des informations très pratiques, des sélections. Je tiens à dire d'ailleurs qu'on ne note pas les vins, on ne note jamais les vins. Justement, on parlait de la critique gastronomique. On ne met pas d'hierarchie, on préfère essayer de les décrire pour donner envie aux gens en fonction des goûts et essayer de décrire une personnalité et un mariage avec la personne qui va le boire. Et puis, on a des papiers qui marchent très bien et qui sont plus surprenants. Un papier qui a très bien marché, qui a suscité beaucoup d'abonnements, c'est sur la renaissance du vignoble breton.
Okay. Franchement, c'était pas quelque chose qui a priori faisait buzzer. Bah si, les gens étaient très curieux. Et en fait, c'est ça le monde. C'est aussi bien des choses très classiques que défricher des nouveaux vignobles, des choses un peu atypiques. Et puis, on a eu cet été une série sur Steiner. Moi, j'avais fait un gros papier sur la biodynamie. Là, vous voyez aussi les jeunes vignerons qui passent. Ça a très bien marché. C'était très intéressant de voir comment les jeunes vignerons reprennent les vignobles et changent un petit peu le monde du vin. Côté donc, très moderne, finalement, un peu tout ce qui est la jeune génération, la biodynamie, des nouvelles technologies, des choses un peu nouvelles, finalement. Exactement. On essaye de défricher un petit peu et puis de prendre en compte toujours que les lecteurs du monde ne sont pas forcément des grands amateurs de vin, ni des grands connaisseurs, évidemment, et que donc il faut pouvoir parler du vin dans la vie en général, c'est-à-dire sous un angle très économique, sans oublier que c'est le second secteur d'exportation après l'aéronautique et devant la cosmétique. On peut aussi le traiter sous un point de vue encore plus financier, un point de vue biologique, un point de vue environnemental avec les pesticides, un point de vue philosophique, parce que faire du vin, c'est aussi faire de la philosophie parfois, un point de vue très sociologique, parce que les vignerons de Bordeaux ne sont pas les mêmes que les vignerons de Bourgogne, qui ne sont pas les mêmes que les vignerons du Roussillon. Et donc voilà, c'est essayer d'aborder un petit peu tous les angles, mais on s'aperçoit que tous les titres aussi, parce que j'imagine qu'on parle pas forcément, enfin on n'écrit pas forcément un lecteur du Monde de la même façon qu'on écrit un lecteur de M ou de L ou de Tout à fait. Nous, effectivement, on parle du vin autant dans le quotidien. On a en fait 15 dossiers vins par an, 9 dans le quotidien et 6 dans M le Mag, plus les chroniques du cahier de l'époque. Et en fait, selon le support, on ne va pas écrire de la même manière, on ne va pas choisir les mêmes angles, on va faire des choses très analytiques, très récits dans le quotidien. Dans le M, on va peut-être chercher des tendances, voire des tendances qui émergent à peine. On avait fait tout un dossier sur les sans-alcool avec les vins sans alcool. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? On n'a pas de tabou là-dessus, en fait. On peut tout à fait aborder ce genre de sujet. Et puis, je parlais des vignobles bretons. On a aussi parlé du vignoble suédois. On a parlé du vignoble belge, qui est beaucoup plus mature que ce qu'on croit sur les bulles. Voilà, on va parler effectivement de choses un peu plus pointues, de nouvelles tendances. Et sur l'époque, on va être plus pédagogique avec un ton davantage blog, davantage léger, avec beaucoup d'humour. Qui est celui dont vous venez. Donc là, ça va, vous devez être à peu près à l'aise. Oui, voilà. Moi, j'ai commencé par mon blog qui s'appelait Miss Glouglou, où j'ai essayé justement de parler du vin aux débutants. Ça a toujours été mon souci. Et donc, au Monde, on se sent bien parce qu'on considère à chaque fois que le lecteur peut partir de zéro et c'est pas grave, il peut lire sur le vin. Léo, côté gastronomie, comment est-ce que vous arrivez à identifier, on parlait du légume en tout début de matinée et de la façon dont le légume revient sur le devant de la scène. J'ai vu, je crois, une photo de rhubarbe ou de... Comment est-ce qu'on se dit, tiens, je vais faire un papier sur la rhubarbe? Alors, moi, je me suis jamais dit, tiens, je vais faire un papier sur la rhubarbe, personnellement, mais ça peut arriver à de très bons journalistes. L'aubergine. En fait, nous, comme Ophélie, on essaie de partir de tendances. Donc là, par exemple, on a reçu beaucoup d'ouvrages sur la cuisine végétale. On va sans doute faire un article qui va parler de ces ouvrages sur la cuisine végétale. On peut aussi très bien prendre le contre-pied de la tendance. Moi, j'ai écrit... il y a un an, un papier sur la revanche des viandards, où j'expliquais comment, en fait, les Français consomment de plus en plus de viande. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut manger moins de viande, mais on continue à manger de plus en plus de viande. Et donc, essayer de voir quels sont les restaurants, néanmoins, qui le font bien, qui travaillent des très bonnes viandes, avec des très bons bouchers charcutiers, etc. Donc, on ne se dit pas, je vais bosser sur la rhubarbe, mais on essaye de voir effectivement comment ça s'inscrit dans une tendance et comment on peut aussi prendre le contre-pied. Et côté vin, on se dit qu'on va boire de plus en plus de vin? Non, on voit bien que la consommation baisse et en fait pour nous c'est un défi passionnant parce que l'idée c'est pas d'inciter à boire de l'alcool, on est quand même tenu par la loi E20, on n'est pas là pour inciter les gens à s'alcooliser. Simplement ce qu'on voit c'est que les gens boivent moins, ils boivent mieux puisqu'ils mettent toujours le même budget annuel tout en buvant 2 fois moins, donc ça veut dire qu'ils achètent 2 fois plus cher. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça fait plus de vins de gastronomie, plus de vins soignés. Et on le voit notamment chez les jeunes. On a toute une jeune génération de lecteurs qui sont très intéressés, qui boivent très peu, qui achètent 1 bouteille par semaine, mais qui mettent 15 à 20 euros dedans. Et donc là, évidemment, on ne veut pas se tromper et on veut avoir vraiment quelque chose qui corresponde à notre goût et qui corresponde à nos valeurs, puisque le vin, c'est vraiment quelque chose qui tient à la valeur. Qu'est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on aime quelque chose de bio parce qu'on tient à l'environnement ou est-ce qu'on tient au grand cru parce que ça représente l'image de la France? Tout ça, ça dit beaucoup de nous et ça dit beaucoup de la France, justement, de sa diversité à travers les vins. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir réfléchi avec nous à voix haute.